Monsters soit sorti pendant le Covid. Parce que c'est un film qui aurait mérité plus de succès et qui devrait être vu par beaucoup plus de monde. Je vous le conseille vraiment. C'est frais, honnête, c'est fait avec peu de moyens, mais très franchement, la qualité est là et on s'ennuie pas. Vraiment, je vous le recommande. Eh ben, Flo nous a encore ressorti un petit banger, hein. Et sur un film en plus qui est franchement sous-estimé, hein. Et il a raison, hein. Si le Covid avait pas pointé le bout de son nez, on aurait pu profiter de ce film au cinéma, quoi. Ouais, je confirme. Et heureusement que le réupload n'a pas été rebloqué. Ah ouais, encore heureux. Il connaît tellement de galères avec YouTube en ce moment. Tu m'étonnes. Eh, n'empêche qu'il a raison, hein. J'ai commenté sous sa vidéo. Love and Monsters, c'est une excellente porte d'entrée pour découvrir les films de monstres. Ouais, quand t'es pré-ado, peut-être. Non, mais pour les non-amateurs de films de monstres, ou de grosses bébêtes qui font peur pour les impressionnables comme moi. Ouais, les fragiles, quoi. Oui, bah le fragile, il te dit merde, hein. C'est justement avec l'approche de Flo et de son équipe que je m'y suis mis. Bon, d'accord. Mais au-delà de ça, t'as quand même un tas de films de monstres qui sont bien plus marquants. Même si je reconnais vraiment que Love and Monster est une vraie réussite. Hein. Oui, non mais je sais, tu vas me sortir encore des références qui datent, comme King Kong, Godzilla ou Jurassic Park, et je t'ai déjà dit que j'aimais pas les films de dinosaures. Alors Jurassic Park, si on compte que le tout premier, moi je le vois comme un grand divertissement de Spielberg qui aura influencé les effets spéciaux pour les décennies à venir. Évidemment. Par contre, effectivement, ouais, il y a des films King Kong. D'ailleurs, t'avais vu Skull Island ? Ouais, et c'est le plus potable depuis celui de Peter Jackson, que je dois d'ailleurs rattraper avec Flo. Et était-elle. Et l'équipe. Et les derniers Godzilla ? Alors autant celui de Gareth Edwards est le plus réussi dans son approche, mais la Warner fait n'importe quoi avec ces deux titans depuis qu'ils ont lancé leur Monsterverse. Entre Godzilla qui te crache toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et Kong avec son gant mécanique qu'il a piqué un Transformers, moi dans le prochain opus je m'attends à voir débarquer les Power Rangers ou Ultraman. Hein. En même temps, les films de kaiju sont largement mieux réussis au Japon qu'aux États-Unis. Et Pacific Rim, c'est un groupe de gentils métalleux. Alors déjà, les métalleux, c'est eux qui te disent merde, et celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais globalement, les kaiju Iga sont vachement mieux représentés dans leur pays d'origine. Hein. Ils sont pas tous parfaits, hein, mais il y en a un plus qui marque les esprits. Bon, j'avoue, j'y connais rien. En même temps, c'est pas ma cam, et je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Alors dans ce cas, je vais te prouver le contraire. Alors, 2 secondes. Avec 5 films qui ont marqué le genre et qui vont sûrement attiser ta curiosité. Surprenez-moi, mon blaze. Shigeru, l'ingénieur de la mine de Kitamatsu, est prévenu que d'étranges phénomènes se déroulent dans les galeries. Un employé est retrouvé mutilé. La mine va alors plonger dans un véritable cauchemar, se trouvant brutalement attaqué par d'une mystérieuse créature. Rodan est un film japonais sorti en 1956 et réalisé par Ichiro Honda. Et je vais m'arrêter là parce qu'on va reparler de lui un peu plus tard. Ah bah c'est ça, grille pas toutes tes cartouches, t'en auras plus pour chasser après. Rodan est le premier film fantastique d'Ichiro Honda tourné en couleur. Nous sommes en 1956 et le genre de film de monstres géant est encore pris au sérieux au Japon. Rodan n'est pas comme Godzilla, né du péril atomique, mais du réchauffement de la Terre, idée assez contemporaine. Son origine vient de la préhistoire et il ne s'agit pas d'un mutant. On peut cependant voir dans les faits que le souffle de ses ailes suffit à détruire une ville, une allusion au souffle de la bombe atomique. Ce qui est cohérent avec les origines de Godzilla aussi. Ce qui m'a le plus séduit, c'est la mise en scène. Certes, c'est cheap, les 20 dernières minutes feront sourire avec ces affrontements aériens mêlant maquettes et archives, mais au final, ce bricolage dégage quelque chose d'agréable. On se rapproche ici plus d'un effet théâtral auquel le spectateur doit donner son consentement. Ah bah c'est sûr que du pratique, c'est toujours plus immersif que des CGI dégueulasses dont tu devines le fond vert à 20 km. Mais bon, si je suis honnête, je peux en trouver quelques modernes assez bluffants. Genre ceux du MCU comme Ant-Man et la Guêpe. Ta gueule et continue ta thèse. La photographie terne grise m'a beaucoup plu, avec de jolis contrastes, de belles ombres. Les compos fonctionnent assez bien aussi. Le découpage est pertinent, le montage est cohérent d'un bout à l'autre. Les décors sont plutôt bien travaillés, notamment lorsque le personnage se retrouve dans le nu. Tout cela a un côté Jules Verne qui est franchement plaisant. Y aurait-il pas une référence à Voyage au centre de la Terre? Effectivement. Bref, Rodan est un film très sympathique qui mérite le détour. Pas le meilleur film de Honda, mais tout à fait agréable à suivre. Plutôt dynamique et s'achevant sur un final surprenant. L'homme n'ayant finalement pas l'air d'avoir son mot à dire dans tout ça. Bref, un bon petit délire qui pourrait être fun, pourquoi pas. C'est quoi la suite? Alors que dirais-tu d'aller rendre visite à une déesse papillon géante? Eh ben, heureusement que je sais que t'as arrêté de fumer, hein, parce que je me demanderais ce que t'as pris.
Les scientifiques kidnappent 2 fées sur une île, ce qui provoque la colère de la déesse Mothra. Elle se rend à Tokyo pour retrouver les fées et pour tout détruire. Mothra est un film japonais sorti en 1961 et réalisé par Ishiro Honda, le grand réalisateur de films de kaiju qui aura aussi réalisé Rodan, comme on l'a dit précédemment, mais surtout les films Godzilla de 1954, Mantago, Mothra contre Godzilla, Ghidra le monstre à 3 têtes. Et il aura aussi réalisé le King Kong contre Godzilla de 1962. Ah ouais, quand même. Warner a rien inventé en fait. T'as tout compris. 7 ans après le premier Godzilla, on se retrouve avec un autre kaiju connu des amateurs, Mothra. Un film qui s'avère assez fascinant sur certains aspects, mais pas parfait non plus. Oui, j'y reviens. L'intrigue n'est pas hyper originale. Le Japon a délivré tellement de films de ce genre. On retrouve des éléments sympas, comme les petites femmes, les sons, et puis le tout est assez bien articulé. Peut-être pas assez généreux, comparé à d'autres films qui sortiront plus tard. On en attend plus de ce monde inexploré. Les personnages sont sympas aussi, mais trop nombreux et pas assez exploités. Ouais, pour le coup, ils auraient dû plus resserrer leur intrigue avec moins de personnages. Ouais, alors ça a pas trop changé. Hein. Quand King of the Monsters est sorti en salle, il a fallu s'attarder sur les personnages humains et leurs dialogues pour nous dire que le titre était justifié. Encore on serait trop con pour comprendre. La mise en scène est fort sympathique. Le monstre à l'état de chenille est vraiment bien animé et bien incrusté. Une fois transformé, ça reste vraiment réussi, même si on aurait aimé la voir plus que dans la dernière partie. Heureusement que Mothra a une consistance dans le film, parce que ça aurait été décevant de la voir si peu dans sa forme définitive. Ah bah dis, oh, t'as déjà essayé de faire sortir une banane de sa peau sans l'éplucher? Non. Bah moi non plus. Les décors sont très bien choisis, construits et filmés. Les scènes d'action de la dernière partie sont bien fournies, avec plein de petites maquettes super belles qui volent dans tous les sens. Les acteurs font le job, avec le petit surjeu de rigueur. Ouais, de toute façon, c'est une culture bien différente de chez nous, hein. Ou plutôt, c'est normal au Japon. Bref, Mothra est, là aussi, un sympathique petit film de monstre à l'ancienne qui pourra plaire autant aux enfants qu'aux adultes avec une âme d'enfant. À voir pour les plus curieux. Maintenant, te connaissant, tu peux voir direct après celui-là le crossover Mothra contre Godzilla. Ah oui, enchaîner les deux, ça sera pas mal. Eh ben merci à toi, hein. Comme ça je sais que les crossovers ça existe depuis bien plus longtemps que ce que je pensais. De rien mon pote, c'est normal. 24 ans avant que Bugs Bunny rencontre Mickey Mouse. Roger Rabbit. C'est plus fort que toi, faut toujours que tu ramènes tout à lui. Et c'est ce qui fait mon charme. Ben pour le prochain, que dirais-tu d'aller voir des golems? Attends, le géant de pierre là? C'était pas Flo qui disait que ce serait potentiellement le premier film de monstre? Pas exactement. Dans le Japon féodal, les villageois se voient persécutés par des samouraïs. Ils n'ont d'autre solution que de prier Daimajin, une immense statue représentant un puissant soldat. La colère des villageois va provoquer son réveil. Daimajin est un film japonais sorti en 1966 et réalisé par Kimiyoshi Yasuda, un réalisateur connu pour avoir réalisé plusieurs films de la légende de Zatoichi entre 1963 et 1973. C'est un samouraï aveugle pour te situer. Ah ouais, comme Daredevil en fait. Vaguement. Sauf que Zatoichi n'a pas de super pouvoir. Et voir dans le noir comme avec un radar, t'appelles ça comment? Nyctalope. Eh, tu vas rester poli, hein, je t'ai pas insulté moi. Sauf de Kratos, et encore c'était affectueux. Mais non, mais c'est le terme qui désigne la faculté de voir dans la pénombre malgré l'obscurité. Oui, oh. Fais gaffe, hein, parce que le jour où je vais t'en coller une entre les deux yeux, tu vas te demander qui c'est qui a été le projo. Avec Daimajin, nous sommes d'entrée de jeu frappés par l'atmosphère oppressante du film. On sent que quelque chose est en train de se passer, les événements se précipitent, une famille en renverse une autre au nom du pouvoir, et des populations locales réduites en esclavage. Ouais, le film va pas passer par 4 chemins. Ah bah dis, oh, déjà que le personnage y voit rien, si en plus il prend son temps, on n'est pas sorti de l'auberge avant même d'y rentrer. Le divertissement se mêle aussitôt à la fresque historique simplifiée pour l'occasion, qui remet en lumière la lutte intrinsèque entre gardiens des valeurs païennes et défenseurs du christianisme, présenté ici comme une tourmente. Ce qui apporte un truc en plus pour pas que ça soit un film simple, bête et méchant quoi. Ou qu'un film de méchantes bébêtes. Tu m'épuises. Dans ce premier opus, le Daimajin n'apparaît que dans le final, ce qui fait que c'est avant tout un film de sabre, filmé dans des contrées désertiques pour cacher un budget rachitique, mais où l'action est non seulement rondement menée, mais très bien réalisée, sans que ça soit trop violent d'ailleurs. Un divertissement un peu familial si tu veux. Ouais, un peu.
Pour la musique, on a la surprise d'entendre les compositions d'un certain Akira Ifukube, dont les thèmes sont assez proches de Godzilla, et notamment les sons pour suggérer la force qu'impose le golem. Bref, Daimajin est un film hybride, à mi-chemin entre le film de Kaiju et le Shanbara, une belle découverte à rattraper si vous en avez l'occasion, pour ensuite enchaîner avec les 2 autres volets de la trilogie. J'avoue, il reste intéressant, c'est dommage qu'on le voit pas assez. Mais dans les autres, on le voit plus. Et contrairement à lui c'est quoi la suite? Alors si on allait rendre visite à une tortue géante. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue. Alors que la Terre se révèle la proie de terribles créatures préhistoriques appelées Gyaos, l'humanité et l'armée semblent perdre tout contrôle. Gamera est de retour pour combattre son ennemi juré, un oiseau préhistorique. Mais ses attentions ne sont pas comprises par les militaires. Gamera, gardien de l'univers, est un film japonais sorti en 1995 et réalisé par Shusuke Kaneko, un réalisateur connu pour avoir réalisé les 2 autres volets de la trilogie Gamera, mais aussi Azumi 2 en 2005, Godzilla, Mothra and King Ghidorah en 2001. Il a aussi été un des 3 réalisateurs du film à sketch Necronomicon. Et il faut bien reconnaître que c'est sa séquence la plus faible. Eh ben c'est bien, ça donne envie. J'imagine que c'est mauvais signe alors. Et ben pour le coup, non pas du tout. Oh, là tu vois, tu m'as surpris. Gamera, gardien de l'univers, fait table rase du passé. Il s'agit d'ici de créer un nouveau départ pour la bête, moins familial, plus politique et destructeur. Contrairement à son premier volet historique sorti en 1965, où Gamera se lie d'amitié avec un jeune garçon, ici la créature des profondeurs se voit liée de manière organique et mystique à une jeune femme. Ah ouais, genre le même type de lien qu'on peut retrouver dans E.T. et Pacific Rim. En quelque sorte. Eh, tu vois, je dis pas que des conneries. Non, là tu récites surtout le texte que Thomas a rédigé. Kaneko propose un récit parfaitement rythmé, aux intrigues simples, mais plus fournies que par le passé, et mène une direction d'acteur prenante. Il parvient à constituer un récit d'aventure, renvoyant par moments au monde perdu de Harry O. Hoyt. Sans jamais bâtir une cathédrale, Gamera assure une petite structure narrative stable et intéressante. Tout le principe d'un bon film de monstre bien construit. Les différents affrontements donnent lieu à une belle inventivité. Ils sont dantesques, ceci étant aidé par les effets spéciaux qui usent de toutes les techniques plastiques connues du Kaiju Eiga, ainsi que quelques effets spéciaux numériques pour les missiles. Eh ben voilà, ça c'est bien. Utiliser du numérique, mais avec parcimonie. Comme à la bonne vieille époque. Gamera, gardien de l'univers, réussit l'exploit de remettre le géant du kaiju de la Daiei sur les pieds, mais parvient surtout à l'inscrire dans une certaine postérité. Plastiquement, la proposition est un véritable ravissement rétinien. Les monstres renaissent, l'humanité tremble, la civilisation vit peut-être ses dernières heures. Et si t'as adoré, tu pourras aussi regarder les 2 autres films qui sont encore mieux. Tu m'en diras tant. Mais avant de passer au numéro 1, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous, à vous abonner pour le référencement, c'est très important. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Bon, il est temps de passer au God des Gods. Ah, enfin, j'ai hâte. On parle toujours bien de Kaiju là. Yattara! Le Japon se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Godzilla Minus One est un film japonais sorti en 2023 et réalisé par Takashi Yamazaki, un réalisateur connu dans l'animation avec des films tels que Stand By Me, Doraemon 1 et 2, Dragon Quest Your Story et surtout Lupin 3 The First en 2019. Attends. Le réalisateur de Lupin 3 a réalisé un film de Kaiju qui a été en plus apprécié par la majorité. C'est trop génial! Ah, je savais que ça te ferait plaisir. Attends, maintenant que j'y pense, il est relativement récent celui-là au moment où l'on parle. Pourquoi tu me l'évoques plutôt que de me parler du tout premier? Parce que je me suis dit que Minus One te tenterait vachement plus que celui des années 50. Tu sous-entends que je serais pas capable d'apprécier un film d'antan à sa juste valeur? Oui.
Ouais, c'est pas faux. Alors que les films du Monsterverse envahissent nos écrans depuis quelques années, maintenant, Godzilla Minus One arrive à point nommé pour redorer le blason du lézard atomique au cours d'un film épousant sa puissance et sa sauvagerie, mais peut-être pas dans la forme à laquelle on pouvait s'attendre. Bénéficiant d'une mise en scène flatteuse, rappelant son statut d'icône du cinéma, enchaînant les images chocs, donnant l'impression qu'il dévore l'écran. Dès sa première apparition, le monstre affirme déjà sa présence animale et la menace qu'il représentera. Réussir à faire ce que les films américains n'ont pas vraiment réussi à faire jusque-là. Mais surtout, Minus One s'impose comme un étonnant film sur la guerre et sur les reconstructions douloureuses d'un pays martyr et marqué par le déshonneur de la défaite. Sa première demi-heure pourra ainsi décontenancer, tant elle nourrit non par les apparitions de Godzilla, mais par la chronique de l'après-conflit, des décombres et de la résilience. Ce qui est primordial pour un bon développement de personnage. Et puis mine de rien, derrière l'action, la destruction et les effets spéciaux quasi parfaits, Godzilla Minus One questionne le patriotisme aveugle, l'abandon et l'absence des autorités gouvernementales face au péril, ou encore le sacrifice de simples citoyens livrés à eux-mêmes. Et même si l'œuvre est parfois rattrapée dans sa première ligne droite par des ressorts typiquement hollywoodiens, Minus One n'en parvient pas moins à conserver son équilibre miraculeux entre la tragédie intimiste, la grande histoire, son spectacle généreux et euphorisant et son argument fantastique. Réussir à cocher toutes les cases d'un vrai bon film de genre à grand spectacle, ce que les Américains n'ont pas vraiment réussi à faire. Dans ta gueule, l'oncle Sam! Bref, Godzilla Minus One est un très grand film avec une belle histoire, mettant en avant des personnages attachants, intéressants à plus d'un titre, montrant telle une capsule temporelle le contexte sociétal post-traumatique du Japon post-guerre, tout en n'omettant pas la promesse d'un Godzilla toujours plus menaçant, puissant, destructeur et inarrêtable que jamais, dans des scènes qui impriment la rétine. Une bombe tout droit sortie du Japon que beaucoup devraient prendre en exemple. J'avoue, celui-là, il donne vachement envie et je le rattraperai en priorité. Content de l'entendre dire, et du coup si ça te permet de voir plus de films asiatiques, c'est encore mieux. Effectivement, Thomas me fait rattraper les films de Jackie Chan, en plus de ceux de John Woo, et toi tu me fais rattraper ceux des kaiju. J'ai vraiment de la chance d'avoir des amis comme ça.